Bonjour à tous, donc Alix Docteur-Monrosier du Cluster Lumière, responsable au sein du cluster de la partie recherche et innovation. Je suis heureuse de vous accueillir de la part du cluster pour ce webinaire qui fait partie d'un grand cycle et programme de webinaires proposés par le Cluster Lumière depuis maintenant 2 ans, avec des webinaires quasiment tous les mois. Qui sont animés par nos différents laboratoires, centres techniques, centres de recherche au sein du cluster. Donc, le cluster Lumière, c'est 160 entreprises et acteurs de l'éclairage voilà, qui se regroupent dans ce réseau afin de progresser en compétitivité et en innovation dans la lumière. Et aujourd'hui, on vous propose donc d'aborder avec le laboratoire Pourquerie, donc un laboratoire de caractérisation, de mesure et d'essai dans la lumière et dans les produits électriques. Tout ce qui a à voir avec les indices de protection de façon globale des produits électriques, mais aussi des luminaires de façon plus précise, et notamment tous les essais liés à la norme NF 60529, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est 1 heure de webinaire qui vont vous permettre de mieux rentrer dans ce sujet-là. Le dernier quart d'heure sera dédié aux questions et réponses. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite. Voilà, tapez votre question et on l'abordera plutôt en fin de webinaire. J'en profite aussi pour vous dire que l'ensemble de nos webinaires sont mis à disposition de façon publique sur notre site internet. Donc, vous pouvez retrouver à la fois ce webinaire d'ici quelques jours, mais aussi tous ceux qui ont déjà été faits. Donc, il y en a au moins une petite dizaine sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Les thématiques sont vraiment très variées, mais voilà, toujours en lien avec la lumière et l'éclairage. Donc, je laisse la parole à Lionel. Bon webinaire à tous. Bonjour, je ne sais pas si j'ai le son, si j'ai pas le son, oui, merci. C'est bon. Tout le monde m'entend? Ouais, très bien. Alors, tout d'abord, veuillez m'excuser parce que c'est mon premier webinaire en tant qu'animateur et c'est très difficile de présenter quelque chose sans avoir de retour immédiat des participants. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais bon, ça va être mon baptême du feu. Alors, pour me présenter, Lionel Ribaud, je suis actuellement responsable technique au sein des laboratoires d'essai des produits de consommation électrique, responsable technique pour les laboratoires Pourquerie depuis une vingtaine d'années au sein des laboratoires et co-responsable avec Monsieur Combe de la partie des produits de consommation électrique. Je teste des luminaires depuis une vingtaine d'années, voilà déjà. Et également, je réalise des indices de protection sur des produits. Donc, je réalise et toute notre équipe de techniciens réalise ces essais, donc une équipe de techniciens que je chapeaute. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la sensibilisation aux indices de protection sur les produits électriques. Produits électriques en général, ces produits électriques dans lesquels sont englobés les luminaires. Mais il faut entendre produits électriques, tout ce qui est alimenté, que ce soit par le réseau ou par des batteries ou d'autres systèmes d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'une sensibilisation aux indices de protection? Donc, cette présentation va permettre de présenter, de définir ce que c'est qu'un indice de protection. Indice de protection que l'on peut retrouver sur beaucoup de produits, voire même sur tous les produits électriques, dont les luminaires. Donc, cet indice de protection qui est généralement marqué IP avec 2 chiffres derrière. On verra que ce n'est pas les seules choses que l'on peut voir apparaître derrière. Mais cet indice de protection qui apparaît sur tous les produits veut dire quelque chose. Cet indice de protection est tiré à la base d'une norme essai. Donc c'est la norme essai 60529, donc c'est une norme de base qui, elle, sera reprise et est reprise dans nombre de normes qui vont être amenées à caractériser les enveloppes des produits électriques. Donc, entre autres, les luminaires font appel à cette norme 60529.
Alors, avant de définir un indice de protection, il faut définir ce qu'est une enveloppe. Et une enveloppe d'un produit électrique, c'est tout ce qui va assurer la partie externe. La partie externe du produit vis-à-vis de son environnement extérieur, mais également vis-à-vis des utilisateurs et des utilisations que le produit électrique peut être amené à, à développer ou à réaliser. Donc les enveloppes des produits électriques doivent assurer une protection aussi bien vis-à-vis de l'environnement, donc les influences externes, que ce soit des influences dues à la pénétration des corps solides ou des corps liquides, et également les enveloppes doivent assurer une protection des utilisateurs pour que ces utilisateurs, lorsqu'ils utilisent ces produits, ne puissent pas être amenés à se blesser, soit en touchant des parties électriques dangereuses, soit en touchant des parties mécaniques, ou on pourrait également même aller un petit peu plus loin en parlant de produits, de parties thermiques, pourquoi pas. C'est une enveloppe qui va assurer une protection. Donc ces essais sont normalisés par une norme essai et qui après est appelée dans une norme produit. Donc c'est une norme essai qui va nous donner des bases, qui va définir le matériel à utiliser. Et après, ce matériel à utiliser et les protocoles d'essai vont être définis par les normes produits. Et ces normes produits vont introduire soit des modifications substantielles du matériel, soit vont rajouter des informations complémentaires sur la réalisation des essais. Alors, l'indice de protection, la norme 60529, c'est une norme internationale de base, qui est une norme CEI 60529. CEI veut dire Centre électrotechnique international, donc pardon, comité. Donc c'est une norme qui est développée au niveau international et après celle-ci peut-être, et dans notre cas est reprise dans son intégralité au niveau européen et français, d'où son appellation en France sous la forme NFEN 60529. Dans notre cas, cette norme internationale est reprise sans modification. Quand on parle de la norme 60529. On va définir un indice de protection. Donc, dans cet indice de protection au sein de la norme 60529, il est écrit, et je vais vous le lire, parce que je ne vais pas réinventer les choses. C'est un système de classification des enveloppes des matériels électriques vis-à-vis de leur capacité à assurer une protection contre les influences extérieures, donc que ce soit la pénétration des corps solides ou liquides, et assurer une protection contre l'accès aux parties dangereuses. Ça, je l'avais présenté un petit peu. Alors, cet indice de protection, qu'est-ce que c'est? Où le retrouve-t-on? Donc, on le retrouve, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, dans les normes produits. Donc, toutes les normes produits vont permettre d'identifier électriquement et caractériser leurs produits par différents marquages, dont l'indice de protection. Ainsi, dans les luminaires, on va retrouver des indices de protection, que ce soit pour des luminaires portatifs, des luminaires fixes ou des luminaires encastrés, des projecteurs, des guirlandes lumineuses, des luminaires pour enfants, par exemple. Voilà. Donc, on va avoir toute une déclinaison de normes qui vont éventuellement, dans leur texte, imposer un indice de protection pour les différents produits. Et cet indice de protection va entrer dans la classification soit du luminaire, soit dans un autre produit. Ainsi, pour les luminaires d'extérieur, systématiquement, pour les luminaires d'extérieur portatifs ou mobiles, on va demander systématiquement un indice de protection IPX4 minimum pour les produits. Après, pour les luminaires d'intérieur, systématiquement, on demandera à ce que le produit soit minimum IP20. Pour un produit type de piscine, on demandera à ce que le produit soit IPX8, parce que dans une piscine, le produit est immergé, et l'X8 définit ou qualifie les produits destinés à être immergés ou à fonctionner de manière immergée en permanence.
Mais après, on peut très bien aussi être IPX7 comme pour des luminaires pour aquarium, où ce sont des luminaires qui sont potentiellement qui ont pour vocation de, de rentrer en contact avec l'eau, mais pas de manière permanente, donc que de manière occasionnelle. Donc voilà, on va retrouver dans différentes normes produits, que ce soit dans les normes luminaires, mais également que ce soit dans les normes des produits électrodomestiques, par exemple, ou dans les normes de transformateurs, ou dans les appareils multimédia. Donc finalement, toutes les normes produits de tous les produits électriques que l'on va retrouver sur le marché vont imposer un indice de protection. Cet indice de protection permet de qualifier les appareils. Mais cet indice de protection, on ne va pas le retrouver que sur les produits. On va également le retrouver dans des normes, entre autres dans des normes d'installation, qui vont dire finalement, dans une norme d'installation, quelque chose qui va définir des règles pour construire un environnement, eh bien, dans cette norme d'installation, on va nous dire que finalement, dans certains endroits de vos installations, vous devrez obligatoirement avoir des produits électriques qui doivent respecter un indice de protection minimum. À savoir, là, je vous en ai listé quelques-uns, donc des sorties de la norme d'installation NFC 1500, donc la norme d'installation électrique pour les produits à basse tension. On liste des points A à K, je crois, c'est ça, oui, je vois pas très bien, A à K, en fonction des différentes utilisations des produits ou dans des différents lieux, les produits devront respecter des indices de protection plus ou moins importants. Ainsi, dans des endroits où on a de la poussière, les produits devront respecter forcément un IP5X ou un IP6X. Ou alors, si on est dans une marina, on devra respecter d'autres indices de protection. Donc on a les normes d'installation qui justement font référence et vont imposer un minimum d'indices de protection aux produits qui seront utilisés dans les différents lieux. Alors, toujours au niveau des indices de protection, cette norme NFC 15C, NFC 1500, entre autres, pour la partie salle de bain. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. C'est un extrait de norme, mais la norme des salles de bain va nous imposer en fonction des volumes. Donc les volumes qui sont définis ici, volume 0, 1, 2 ou hors volume, ou volume caché, des indices de protection de mémoire qui sont minimum IPX7 et après IPX4 dans les autres parties. Donc on a une norme d'installation qui fait référence à ces éléments. Maintenant, ces indices de protection, on va également les retrouver dans des règlements. Des règlements type le règlement des ERP pour les établissements recevant du public, ou dans certains cas bien particuliers, en fonction des utilisations, on aura des indices de protection imposés à certains matériels électriques utilisés dans des bâtiments. Et finalement, cette classification d'indices de protection est rappelée dans des guides pratiques et principalement dans un guide pratique qui est le guide pratique UTEC 15-103, qui est un guide pratique sur le choix des matériels électriques en fonction des influences externes. Et là, j'ai fait un petit extrait. Donc là, il faudra grossir un petit peu les informations au niveau de l'écran. Alors, je ne sais pas si on peut grossir, nous, mais peut-être. Hop. Attends. Hop. Comment est-ce que je peux enlever le trait? Merci. Alors, comment est-ce que je vais faire pour me déplacer, pour déplacer la fenêtre? Non. Hop. Alors, ça. Lionel, vous pouvez cliquer sur le petit crayon là, parce que vous êtes en mode crayon. Et si vous allez en bas, vous remettez la flèche à la place. Je mets le pointeur. Voilà, pointeur. Et avec le pointeur, voilà. Et avec le pointeur, ouais, je peux. Ouais, bon. Donc après, là, en fonction. En fait, les participants peuvent. Ils ont un petit curseur gris là pour pouvoir vous suivre. On a la main en fait pour changer. Bon, tout simplement, c'était pour grossir un petit peu cet extrait où en fonction de ce guide du TEC 1503 qui doit faire une quarantaine de pages, vous allez avoir en fonction des
des lieux d'utilisation de vos produits. Pour chacune des lignes, vous aurez des indices de protection qui sont recommandés. Donc, c'est un guide pratique, hein. Donc, généralement, on va nous préciser que dans les locaux domestiques, pour l'éauvent, on demandera un IP24 minimum, avec après des IK ou d'autres classifications. Et après, tout au long de ce guide, on découvrira que finalement, on va avoir des indices de protection qui sont déclarés. Donc moi, je vous invite à parcourir ce guide pour ceux qui ne le connaissent pas, surtout si vous faites du développement ou si vous cherchez peut-être différentes parts de marché pour vos produits, j'en sais rien. Voilà, c'est un guide qui va vous dire, voilà, normalement votre produit, si vous l'utilisez dans tel ou tel domaine, il devra respecter un minimum d'indices de protection, et cet indice de protection est entre autres donné dans ce guide d'utilisation, dans ce guide pratique. Alors, pour l'écriture, il faut que je réduise. Alors, comment s'écrit un indice de protection? Alors, un indice de protection va s'écrire généralement à partir de 2 chiffres. Donc, le premier chiffre qui sera le chiffre qui caractérise la protection contre la pénétration des corps solides. Et après, vous aurez un deuxième chiffre qui va caractériser l'enveloppe du produit contre sa protection vis-à-vis de la pénétration des corps liquides. Donc, on a 2 chiffres principalement présents. Et après, on va avoir 2 lettres en option qui peuvent être utilisées. Personnellement, je l'ai rarement vu utiliser. Je sais que ça s'utilise principalement dans le milieu industriel, mais j'ai plus une expérience dans les milieux de produits de grande consommation. Donc, j'ai pas forcément eu l'occasion de pratiquer ces 2 lettres. Les 2 lettres C et H qui sont des lettres additionnelles que l'on va voir un petit peu plus loin. Le C, c'est une lettre additionnelle pour la protection des personnes, et le H, c'est une lettre qui va décrire dans quelles conditions généralement l'appareil a été également qualifié pour son indice de protection. Alors là, on va reprendre. Donc là, c'est un tableau que j'ai retrouvé, que j'ai pioché un petit peu sur Internet et que j'ai trouvé assez parlant, et qui reprend grosso modo tous les indices de protection. Entre autres, l'indice de protection 0, là, n'en tenez pas compte, mais il n'y a pas de protection, donc là, on s'en moque. On va avoir l'indice de protection 1x pour le premier chiffre. Cet indice de protection, là, on va avoir une protection contre, généralement, une protection contre les accès accidentels des produits. Auquel cas, on va avoir des calibres qui simulent un diamètre de 50 mm qui simule le dos de la main. Et ce dos de la main doit satisfaire à cet essai IP1X. Après, on va avoir l'essai IP2X. Donc là, on l'a retrouvé tout à l'heure lorsque je disais qu'un luminaire d'intérieur devait être IP20 minimum. IP2X, c'est-à-dire que les produits, normalement, doivent être étanches, si on peut parler d'étanches, mais doivent éviter que l'on pénètre trop à l'intérieur de l'enveloppe du luminaire ou d'un produit électrique, sous peine de venir toucher des parties dangereuses, électriques ou mécaniques. Donc là, on a généralement une double protection en 60529, soit on utilise un doigt d'épreuve qui va faire, normalement c'est du 12 mm de diamètre, de mémoire, et on doit avoir une bille qui fait 12,5 mm de diamètre et qui ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'enveloppe. Donc là, on doit 2 calibres d'essai qui sont utilisés pour qualifier l'IP2X. Pour l'essai IP3X, finalement, c'est une protection, ça permet de qualifier un produit qui sera déterminé comme étant IP3X, sera un produit qui normalement est étanche à tout solide qui sera supérieur à un diamètre de 2,5 mm. Donc généralement, on parlera d'outils dans ce cas bien particulier. Après, on a le calibre IP4X, qui montre une étanchéité à des outils ou des éléments qui dépassent 1 mm de diamètre. Et après, par la suite, on a une étanchéité plus ou moins importante des enveloppes
à la poussière. Donc soit la poussière sera partiellement autorisée à l'intérieur, soit elle ne sera pas du tout autorisée. Non, c'est pas ça. Désolé. Hop. Donc, après, on aura également, donc, pour le premier chiffre, on a vu les numéros des premiers chiffres. Pour le deuxième chiffre IP, on va aller de 0 à 8. Qui dit 0 dit que le produit n'est pas du tout étanche. Qui dit IPX2 dit que le produit est étanche à une pluie, mais qui sera simulé avec un angle de 20 degrés de mémoire. Si on est IPX4, le produit sera complètement étanche à une pluie, donc c'est des produits qui sont généralement mis en extérieur. Si on est IPX5, les produits seront étanches normalement à un jet d'eau. Un jet d'eau qui doit normalement délivrer, c'est du 12,5 litres minute. Donc là, on va simuler finalement en IPX5 le jet d'eau d'un jardin. Après, on va se retrouver avec l'IPX6, l'IPX6 qui est défini comme étant une résistance au paquet de mer, et celui-ci simule, je ne veux pas dire une lance de pompier parce que c'est pas aussi important, mais on fait des essais à une valeur de 100 litres minute. 100 litres minute, donc là on a déjà une très forte pression sur les produits. Après, on aura une immersion temporaire qui est IPX7 et un indice de protection IPX8 pour les immersions prolongées, avec, ça on verra peut-être plus tard, une définition de la profondeur qui est obligatoire lorsqu'on définit un produit en tant qu'IPX8. Et finalement, on finit par un IPX9 qui est un essai de qualification à partir d'un jet d'eau haute pression et haute température à 80 degrés, de manière à qualifier les enveloppes, entre autres pour les produits qui sont utilisés dans les environnements où il y a des traces d'huile qui doivent être nettoyées avec des jets d'eau à haute température. Donc c'est principalement, je crois que ça vient principalement du milieu automobile, et cet indice IPX9 a été introduit dans la norme d'essai par la suite. Alors, je vous ai mis quelques photos des matériels d'essai que l'on peut retrouver, qui sont utilisés entre autres au sein du laboratoire. Donc, on a des calibres d'insertion. Donc l'IP2X, là, on a finalement un doigt d'épreuve qui va simuler l'index, tout simplement, l'index de l'homme, avec donc un index articulé, et cet index a le droit de pénétrer, mais que jusque sur une certaine distance à l'intérieur des enveloppes. De la même manière, là, on va avoir une sonde IP3X, mais ça aurait pu être aussi une sonde IP4X. Donc finalement, on a un fil, tout simplement un fil à l'extrémité d'un calibre, que l'on va insérer dans les différentes ouvertures des produits, et en fonction de la taille du trou, soit le calibre peut pénétrer, donc un calibre de diamètre 2,5 mm ou 1 mm, et ce calibre, en pénétrant à l'intérieur, ne doit pas toucher de parties dangereuses ou arriver dans des parties susceptibles d'être dangereuses pour l'utilisateur. Ces calibres ont la particularité d'être associés à des dynamomètres, c'est que en fonction parce qu'on doit respecter une force de poussée lorsque l'on vient réaliser cet indice de protection, et cette force de poussée, en fonction que la personne qui va réaliser cet essai le fasse de manière vers le haut, vers le bas ou à l'horizontale, et bien finalement on a un dynamomètre qui est intégré de manière à pouvoir toujours respecter la bonne poussée, quelle que soit la direction. Après, on voit sur la droite une chambre à talc, voilà, une chambre à poussière, dans laquelle les essais sont réalisés. Donc là, on a la photo d'un projecteur qui est en essai, ou qui a fini son essai. Un essai poussière IP5X, je crois. Donc suite à ça, dans notre cas, c'est une chambre à poussière qui fait jusqu'à 2 mètres de profond, donc qui est relativement importante. Et cette photo est prise lorsque l'essai est terminé, parce que naturellement, lorsque nous sommes en essai, finalement, on se retrouve avec un
un brouillard blanc complètement opaque, et finalement, on ne voit rien du tout. Mais bon, c'est pour vous montrer que finalement, c'est un peu comme si on devait simuler une projection de farine sur un produit dans lequel on ne devra pas retrouver de pénétration de talc dans la majeure partie des cas. Alors 5x, 6x, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la norme 60529, les essais IP6X se font dans un cas bien particulier, ils se font avec une dépression forcée, une dépression qui est à 20 millibars maximum, et cette dépression va inciter toute pénétration de talc à l'intérieur des enveloppes s'il y a des microfluides. Parce que comme on réalise une dépression à l'intérieur, l'air aura tendance à rentrer si on a des fuites. Donc c'est pour ça que là, on a un système de sortie dépression qui peut être utilisé lorsqu'on fait des essais 60529, mais on verra que dans le cas des luminaires, cette dépression n'a pas lieu d'être. Après la protection des corps solides, on a du matériel pour les essais, pour tester les indices de protection vis-à-vis de la pénétration des corps liquides. Donc là, on a une boîte à gouttes. Là, en IPX1, X2, avec une boîte à gouttes qui fait à peu près 1 mètre par 1 mètre, sur lequel les échantillons seront positionnés sur une table. Et en fonction de la taille des échantillons, la boîte à gouttes peut être relevée. Et finalement, on simule une pluie. Là, on va avoir un essai IPX3, IPX4. Donc, c'est principalement un essai à l'arceau. C'est un essai avec un arceau oscillant qui est indiqué sur cette photo. Donc, on le voit peut-être pas très bien, mais voilà, en suivant ma flèche, voilà, c'est un arceau oscillant. On a le luminaire qui là est au centre. C'est un arceau oscillant qui va, là, dans notre cas bien particulier, osciller à 360 degrés donc à 180 degrés de part et d'autre de l'échantillon, pour couvrir toute l'enveloppe du luminaire, avec un échantillon qui est posé sur un plateau qui tourne. Donc ça, c'est pour la qualification des IPX3, IPX4. Cette qualification là est montrée avec un essai à l'arceau. On peut également réaliser cet essai dans la norme essai à partir d'une pomme arrosoir, que je n'ai pas mise en photo, mais ça représente un petit peu une simulation de pomme d'un arrosoir, un arrosoir classique que l'on peut retrouver dans nos jardins, et on va venir arroser finalement l'enveloppe de l'appareil électrique. Alors pourquoi des pommes arrosoirs? Parce que finalement on se retrouve avec des produits qui, lorsqu'ils sont trop volumineux, trop grands, ou qui peuvent présenter différentes parties sensibles, si on réalise un essai avec une machine à arceau, on va se retrouver dans un cas où on va avoir un jet d'eau qui sera centralisé uniquement dans un point. Et si on veut couvrir toute une enveloppe, eh bien finalement, on ne peut pas couvrir toute une enveloppe avec un seul point. D'où l'intérêt d'utiliser une pomme arrosoir qui permet de balayer toute la surface d'un produit électrique. Donc c'est une alternative à l'essai à l'arceau. Le seul inconvénient de cette pomme arrosoir, c'est que c'est un essai qui est difficilement, je ne veux pas dire répétable, mais qui dépendra beaucoup du technicien qui réalisera l'essai. On a en IPX7, IPX8, le laboratoire utilise un caisson que l'on peut monter sous pression. Donc généralement, le produit va être immergé dans immergé dans un tube qui sera fermé. Et suite à ça, le laboratoire, il y a un compresseur qui est relié à ce matériel d'essai de manière à monter en pression. Dans notre cas, on peut monter jusqu'à une pression de 8 bars. On peut simuler une pression de 80 mètres pour les produits immergés. Et puis finalement, on arrive également avec le dernier essai, l'essai IPX9, qui est l'essai haute température, haute pression. Donc là, vous avez le matériel d'essai à vide et le matériel d'essai en fonctionnement. Là, on distingue finalement des jets d'eau qui vont être alternés, qui vont successivement être projetés toutes les 30 secondes sur 4 blues et qui vont arroser finalement le matériel en essai. Donc, de la même manière, cet essai-là, donc là, on le présente sur
un matériel, mais on peut aussi réaliser cet essai-là à partir d'une lance sur des produits qui sont nettement plus volumineux, comme on a pu l'avoir sur l'essai IPX3 ou IPX4 avec une pomme arrosoir. Et bien là, on peut le retrouver également avec un embout de lanceau de pression, comme un Karcher, sans vouloir citer une marque. Et le Karcher va permettre, donc avec la pression en sortie de Karcher, cela va nous permettre de balayer l'intégralité du produit à tester. Donc, finalement, on a différents matériels d'essai à utiliser en fonction des volumes des enveloppes à caractériser. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc des essais indices de protection. Donc généralement, en 60 529, on a les essais IP deux premiers chiffres. Eh bien, les deux premiers chiffres peuvent être complétés par des lettres soit additionnelles. Voilà, donc là, je vous laisserai découvrir parce que je vois que le temps est en train de s'égrener à une vitesse extraordinaire. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Des lettres additionnelles ou alors des lettres supplémentaires. Donc on va parler soit lettres additionnelles, soit lettres supplémentaires. Les lettres additionnelles sont pour la protection des personnes, comme j'ai pu le dire au préalable. Donc là, c'est des lettres qui nécessitent, qui peuvent être utilisées si la protection réelle de l'enveloppe que l'on caractérise est plus élevée que la déclaration IP du produit. On a un produit IP2X, mais il est enfermé dans une grille et finalement les parties dangereuses sont à 2 mètres à l'intérieur derrière la grille. Mais finalement, le produit peut être IP2X, mais il peut très bien être protégé contre une pénétration d'outils qui peut faire 2,5 ou 1 mm de diamètre, parce que cet outil ne pourra pas pénétrer au-delà de 100 mm. Et si on a une distance de 2 mètres par rapport à cette grille, finalement, la lettre additionnelle peut être justifiée. Donc ça, c'est principalement dans des cas de carénage. On pourrait le voir ça dans des outils. Donc, je vous parlais de lettres additionnelles, je suis en 15, 16. Après, on parle de lettres supplémentaires. Donc, lettres supplémentaires, là, on définit, on peut caractériser finalement les matériels s'ils ont été qualifiés pour être utilisés en haute tension, ou alors s'ils ont été utilisés ou caractérisés en mouvement pendant les essais à l'eau, ou stationnaires pendant les essais à l'eau, ou s'il y a d'autres protections complémentaires environnementales qui caractérisent le produit. Alors, on en vient à une déclaration des domaines d'utilisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit faire attention lorsque l'on va avoir des indices de protection ou lorsque l'on va vouloir déclarer l'indice de protection d'un produit électrique. Et il faut bien avoir en tête qu'un produit qui est IPX7 ou IPX8 ne sera pas forcément IPX6 ou IPX5 ou IPX4. Donc, il faut avoir en tête qu'un produit IPX6 sera X5 ou X4 ou X3 ou X2. Donc là, tous les IP inférieurs seront satisfaits. Par contre, si un produit est déclaré comme étant IPX7 ou IPX8, alors cela ne veut pas dire qu'il sera IPX6. Ce sont deux IP différents. De la même manière, on va avoir un IPX9, donc le dernier IP haute température, haute pression, qui est introduit. Et cet indice IPX9 qui dit IPX9 ne veut pas dire que le produit sera IPX8 ou qu'il sera IPX6 ou IPX5. Voilà, finalement, on va avoir trois familles d'indices de protection. On va avoir un indice de protection qui va aller jusqu'à IPX6. Après, on va avoir une autre famille qui va être IPX7, IPX8. Et après, une autre famille qui va être IPX9. Donc, c'est là où on va pouvoir être amené à avoir plusieurs indices de protection qui seront marqués sur un produit électrique. Et auquel cas, on va parler de marquage multiple. Sinon, si on veut déclarer un produit comme étant IPX9, mais il faut bien avoir en tête que ce produit aura un marquage restreint. Et sachant que X9 ne veut pas dire que le produit sera IPX8 ou IPX6. Donc là, vous pourrez consulter, parce que normalement le fichier sera en libre consultation sur le site du cluster. Donc là, vous pourrez voir que finalement,
en fonction des différents indices de protection que l'on peut retrouver, on va avoir des désignations qui seront nécessaires. Si on veut déclarer un produit IPX5 et IPX7, eh bien, il faudra avoir les deux indices de protection qui seront marqués et on parlera dans ce cas-là d'un indice de protection multiple, donc un domaine d'utilisation multiple. Alors que si on se retrouve qu'avec un IPX9 ou qu'avec un IPX7, on se retrouvera avec un domaine d'utilisation restreint. Alors les conditions, rapidement, les conditions d'essai en 60529 se font de 15 à 35 degrés, donc avec des conditions ambiantes qui sont relativement larges, des conditions hygrométriques également, avec des conditions de pression aussi très très larges. Ce qu'il faut savoir, c'est que principalement les essais se font, sauf avis contraire, avec un équilibre thermique, principalement pour les essais à l'eau, entre l'échantillon et l'eau. Donc, on va avoir un équilibre thermique qui ne doit pas excéder 5 Kelvin et les essais sont faits avec de l'eau douce. Maintenant, on va arriver sur les indices de protection appliqués aux luminaires. Donc là, les luminaires vont utiliser finalement le matériel qui a été décrit dans la norme 60529, mais cette norme luminaire, finalement, dans son contenu, donc dans la norme 60598-1 principalement, cette norme-là, dans sa partie 9, donc la partie, c'est le paragraphe, excusez-moi, résistance aux poussières, aux corps solides et à l'humidité. Donc ce paragraphe va introduire un nombre de modifications qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va réaliser ces essais. Ainsi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les produits sont testés comme en usage normal. Donc ça, c'est comme en 60529. Mais on va quand même prendre la position la plus défavorable. Si on a plusieurs positions défavorables, on réalisera plusieurs essais d'IP sur le produit pour pouvoir le qualifier. Il faut savoir que les produits, s'ils présentent des vis qui sont manipulées, entre autres lorsqu'on fait un raccordement électrique avec un cordon d'alimentation, avec un pressé-toupe, ou lorsqu'on doit ouvrir un boîtier électrique, ces boîtiers doivent être refermés, et toute vis qui est manipulée doit être serrée à un couple. Un couple qui est défini et qui est limité à un couple 2 tiers. 2 tiers du couple normatif standard auquel normalement la vis devrait être serrée. Parce qu'on simule que finalement le serrage ne se fait pas complètement par l'utilisateur. Donc on va faire un serrage aux 2 tiers des vis. L'essai IP6X, comme je l'avais précédemment annoncé, est fait sans dépression. Et oui, pourquoi sans dépression ? Parce que finalement, les essais de ces produits-là sont réalisés en fonctionnement. 21. Alors, les produits, les tests sur les luminaires, et principalement les tests à l'eau, sont faits généralement en fonctionnement. Mais avant de faire ces essais de résistance à l'eau, on fait également un essai de préqualification des enveloppes des luminaires, à savoir que ces luminaires, avant d'être testés au niveau de leur indice de protection, ils doivent subir un vieillissement accéléré. Et par défaut, on doit réaliser un essai d'endurance. Donc ça, ce ne sera pas la norme générique qui va nous imposer cet essai-là, mais ça va être la norme, les deuxièmes parties des normes luminaires qui vont nous dire, ben voilà, avant de faire votre indice de protection IP, vous êtes obligé de faire un essai de vieillissement accéléré de votre produit. Vieillissement accéléré qui va permettre de faire travailler, entre autres, les joints ou les enveloppes pendant tout cet essai de vieillissement accéléré. Et suite à cet essai, le produit est arrosé. Et si on a eu une surchauffe interne ou externe du produit, des joints peuvent avoir travaillé, on peut avoir des apparitions des déformations au niveau de certains liens, de porte, par exemple, et auquel cas, l'essai d'endurance permet de préparer à l'indice de protection. Les luminaires sont mis en fonctionnement donc, pendant l'essai, donc ils sont mis en chauffe. Donc c'est là où on n'a pas d'essai de dépression à réaliser lorsqu'on fait un essai IP6X ou d'autres essais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mis en chauffe. Et l'essai de dépression, normalement, il est fait pour simuler un produit qui, lorsqu'il a chauffé, se met à refroidir et en refroidissant, va créer une dépression, donc un appel d'air vers l'extérieur. Pour les luminaires, on les fait fonctionner dès le début et en les faisant fonctionner dès le début, ils sont supposés chauffer à l'intérieur et donc ils vont refroidir naturellement, raison pour laquelle
l'essai de dépression n'est pas réalisé en IP6X. Voilà. Les luminaires fixes seront testés de IPX1 à IPX8 installés sur un grillage intermédiaire qui va être mis entre leur enveloppe et la surface de montage. Conséquence, l'étanchéité des luminaires ne doit pas dépendre de la surface sur laquelle ils sont installés. Conditions spécifiques aux essais IPX3 et IPX4, donc on va avoir des durées d'essai qui sont plus ou moins importantes. L'échantillon est mis sur un plateau qui va tourner régulièrement, à la différence de la norme 60529 où on nous demande de faire différentes étapes. L'échantillon, lui, la norme va nous préciser qu'il faut le positionner soit au-dessus d'un axe de rotation, soit en dessous d'un axe de rotation. Maintenant, l'idéal, c'est de positionner l'échantillon au centre, entre autres quand on fait un essai IPX4, c'est de positionner, lorsqu'on fait un essai à l'arceau, de positionner l'échantillon vraiment au centre du jet, de manière à ce que les points critiques soient toujours arrosés dans toutes les configurations, que ce soit un arrosage par le dessus ou par le dessous. Les durées d'essai sont de 2 fois 10 minutes. Alors, un petit rappel sur les conditions d'essai luminaire. Donc, les produits sont testés alimentés. La température de l'eau est comprise entre 5 et 25 degrés, mais de préférence à 15. La norme spécifie tester de 15, plus ou moins 10. Donc, on essaye de tester avec une eau à 15 degrés. Maintenant, on peut aller de 5 à 25 degrés. Maintenant, plus l'eau sera froide, plus le choc thermique sera important sur le luminaire et plus l'eau sera défavorable. Donc, si on veut être vraiment très défavorable, le but serait d'arroser les luminaires avec une eau à 5 degrés. Maintenant, l'objectif, c'est de toujours arroser avec une eau à 15 degrés, ou idéalement 15 degrés. Les essais sont menés à une température comprise entre 10 et 30 degrés, dans la majeure partie des cas, dans le cas où le luminaire a pour vocation de fonctionner à une température de 25 degrés. Sinon, on peut être amené à faire des essais à d'autres températures. Les durées des essais vont varier par rapport à la norme 60529. Là, j'ai fait un petit rappel de ces durées d'essai. Marquage IP des luminaires. Donc là, autant en 60529, les IP peuvent être écrits avec 4 éléments. En luminaire, on ne conserve que les 2 premiers chiffres. Les 2 lettres additionnelles et supplémentaires ne sont pas conservées en luminaire. Les indices de protection doivent être visibles à l'installation. Maintenant, cet indice de protection va dépendre des différents composants qui sont utilisés dans les luminaires. Si vous avez une fiche qui est type E20 et un luminaire qui est type X4, normalement, le luminaire, dans sa globalité, doit théoriquement respecter le degré le plus faible du composant ayant son enveloppe externe, à savoir la fiche IP20, donc le produit ne pourrait pas être IPX4 s'il est alimenté par une fiche IP20. De la même manière, un produit qui est déclaré IPX9 avec un transformateur ou avec une alimentation externe qui est typé, je dis pas IPX9, un produit luminaire qui est déclaré IPX6 avec une alimentation externe qui est typé X5, normalement, le produit complet doit avoir le degré IPX5. Après, 2-3 informations sur le marquage IP20, il faut plusieurs indices de protection. On peut être amené à avoir plusieurs indices de protection, entre autres pour les luminaires fixes ou pour les luminaires encastrés, en fonction de la partie qui sera arrosée ou pas. Les conclusions de l'essai d'IP se traduisent comment? Suite à l'essai d'IP, donc le produit a subi un arrosage, généralement, quand on parle d'un arrosage à l'eau. Et suite à cet arrosage qui a duré 20 minutes ou 15 minutes ou 3 minutes en fonction de la durée de l'essai, le produit est soumis à un essai de richeté diélectrique. Donc on va vérifier finalement que l'isolation de l'enveloppe n'a pas été remise en cause. Et donc on va qualifier en faisant une différence de potentiel entre les parties conductrices et l'enveloppe du luminaire, qu'il n'y a pas de cheminement, donc de fuite entre l'intérieur et l'extérieur par un essai de richeté diélectrique. Ça nous permet quand même de qualifier rapidement, avant d'ouvrir le produit ou de dépasser ou de faire quoi que ce soit, de savoir si on a eu déjà une pénétration d'eau à l'intérieur des enveloppes.
Après, les produits, après cet essai de richesse électrique, les produits vont être ouverts. Et on va chercher à observer soit une pénétration d'eau, soit une pénétration de talc suite aux essais. Et après, on devra également constater qu'il n'y a pas d'eau sur les lampes. Alors, sur les lampes qui n'autorisent pas l'eau sur leur enveloppe. Également, on devra s'assurer, toujours par observation, qu'il n'y a pas de dégradation des enveloppes. Voilà, donc finalement, les laboratoires pour Curie sont accrédités COFRAC finalement pour les essais luminaires, et également sur les essais 60529. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on vous a présenté ça, c'est que voilà, on a un certain retour d'expérience depuis une vingtaine d'années, voire même un peu plus, qui nous permettent peut-être de vous accompagner ou si vous avez des questions, de vous aider peut-être dans des qualifications de produits. Et suite à ça, j'espère que j'ai pas été trop long, j'ai un peu dépassé le temps. Peut-être un petit peu fouillis, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Lionel. Du coup, effectivement, on va passer à la partie questions. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Avec Marine, on va à la fois les faire défiler et puis les lire. Ça permettra de rendre cet échange plus dynamique. Alors, une première question. L'immersion temporelle est-elle et de quelle durée? Donc, je crois qu'il y a déjà un participant qui a répondu 30 minutes. Est-ce que vous validez? C'est ce que dit la norme, je confirme. Je confirme Jean-Pierre, c'est ça. Très bien. C'est bien 30 minutes, tout à fait. Une autre question. Existe-t-il des normes IP spécifiques pour mieux chlorer type piscine ou existe-t-il des IP pour les gaz? Alors là, ça va être les normes produits ou des normes spécifiques, on va dire, pour du matériel qui va utiliser des produits chlorés ou du gaz, qui peuvent éventuellement introduire des conditions spécifiques. Mais à ce jour, je suis pas spécialiste de piscine, parce que finalement, c'est pas du luminaire, mais pour l'instant, on va avoir la norme des piscines, qui est la norme 60 598-2-18, qui va nous demander de faire un essai d'immersion du luminaire dans la piscine avec une piscine qui possède une certaine propriété, que ce soit en chlore ou en sel, je ne sais plus exactement, mais c'est la norme 60 598-2-18, pardon, qui va permettre de qualifier les luminaires de piscine. Maintenant, des normes IP spécifiques, non. C'est la norme spécifique des piscines, enfin, des luminaires pour piscine, qui va nous donner le protocole d'essai. Après, je pourrais vous répondre éventuellement un peu plus précisément en reprenant cette norme de piscine. Mais après, cette norme de piscine, elle va nous demander, je crois, de faire chauffer l'eau. Ça, c'est de mémoire. Et donc, dans un liquide qui possède une certaine concentration, je dirais pas en chlore, mais je dirais plus en sel, à une certaine température, et on va regarder comment va se comporter le luminaire de piscine. Donc c'est la norme des luminaires de piscine qui va pouvoir orienter sur comment réaliser l'essai. Alors, question suivante. À quoi correspond la lettre K dans l'IP69K? On l'a pas vu en 60 599, donc le K, ça vient de l'industrie automobile. Donc c'est une particularité qui vient d'une norme ISO, je ne l'ai pas en tête, mais c'est une norme automobile qui va imposer ce cas. Donc c'est une norme automobile qui reprend exactement le même matériel d'essai que la 60 529, c'est exactement le même, mais qui va ajouter quelques conditions d'essai qui permettent de qualifier le cas. Et je crois que ça va être des cycles de 6 secondes ou de 10 secondes. Donc, on balance de la poussière et après, on ne rebalance pas de poussière. Ça doit être pour le 6X. Et pour le 9K, honnêtement, je ne connais pas. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de tester encore de produits pour l'automobile. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre parfaitement à cette question.
En tout cas, on ne trouve pas en luminaire. La question suivante. Après un essai IP, peut-il être validé s'il contient de l'eau, mais que sa partie électrique est toujours protégée? Exemple, flexible IP67 dans un profilet aluminium avec couvercle et bouchon IP40. Alors, l'eau peut être acceptée à condition d'avoir des tensions qui rentrent en jeu suffisamment faibles. Et de mémoire, ça doit être du 12 volts AC, du 30 volts DC max, donc qui sont autorisés pour pouvoir avoir de l'eau, à condition effectivement qu'il n'y ait pas possibilité donc de réaliser des courts-circuits à l'intérieur. Donc il faut absolument que toutes les parties électriques qui seraient soumises à l'eau, même si elles sont en très basse tension, voire à une très très faible tension, ces connexions électriques soient toutes protégées. Donc oui, on peut avoir de l'eau, on peut accepter, mais tout dépend des tensions qui rentrent en jeu. Une autre question, faut-il indiquer une profondeur lorsqu'on déclare un indice de protection IPX8? Alors ça, j'ai eu déjà cette question, mais ça c'est une obligation. Et là, lorsque vous allez voir des produits qui sont marqués IPX8 sans avoir de déclaration de profondeur, bah, c'est qu'il y a un oubli. Il y a un oubli sur la qualification du produit, parce que IPX8 dit que le produit peut être maintenu ou utilisé de manière prolongée, de manière immergée. Immergée à quelle profondeur? Donc on ne sait pas à quelle profondeur le produit a été validé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en luminaire, lorsqu'on fait un IPX8, on doit le valider à 1,3 fois la profondeur maximale à laquelle il est prévu fonctionner. Maintenant, si c'est à 1 mètre, eh ben on fait 1,3 fois la pression, 1,3 bar. Mais ne pas mettre de distance, de profondeur lorsqu'on déclare un produit IPX8 est une erreur, voire un oubli, et rend le produit non conforme. Merci. Question suivante. Qu'en est-il des indices de protection pour les modules de LED indépendants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les modules de LED sont régis par une norme bien spécifique, qui est la norme 61347. Et cette norme 61347 nous dit que finalement, un module de LED ne sera jamais utilisé tout seul. Il sera toujours utilisé associé à un luminaire. Et donc finalement, c'est la norme luminaire, donc c'est la norme produit luminaire avec lequel ce module de LED est utilisé, qui va permettre de qualifier l'indice de protection du module de LED. Et ainsi, un module de LED utilisé dans une guirlande sera testé avec la guirlande selon le protocole guirlande. Un module de LED extérieur utilisé avec un projecteur de jardin sera qualifié suivant les exigences de la norme des projecteurs de jardin. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, une déclaration IPX5 sur un plafonnier est-elle pertinente compte tenu de la forme du jet? Alors ça, c'est un grand problématique lors des essais IPX5 que l'on peut réaliser sur les produits. Si on a un plafonnier qui ne dépasse pas du tout du plafond, il faut avoir à l'esprit qu'un IPX5 a la forme d'un jet parabolique. Donc là, on se retrouve comme ça. Et finalement, l'eau a tendance, lorsqu'on est sur une partie plate, a tendance à descendre lorsque l'on arrive. Donc finalement, déclarer un IPX5 sur un produit plafonnier peut être pertinent si cet IPX5, si ce plafonnier a pour vocation d'avoir été testé, on va dire, de manière verticale lorsqu'on fait l'essai au jet d'eau. C'est-à-dire qu'on va vérifier que finalement la partie avant du luminaire assure bien un IPX5 en ayant positionné le plafonnier de manière verticale et non pas horizontale. Parce que si on déclare un essai IPX5, si on déclare un produit IPX5 en étant plafonnier, finalement le jet d'eau de l'IPX5 n'atteindra jamais le luminaire. Et auquel cas, ce serait une erreur du laboratoire de déclarer IPX5 alors que l'eau n'a jamais pu toucher le luminaire. Donc normalement, cet essai-là se fait avec normalement le luminaire utilisé en position verticale. Maintenant, ce n'est peut-être pas toujours possible. Donc là, après, c'est à voir au cas par cas. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions supplémentaires.
Donc, si aucune question n'arrive, je vous propose de terminer là le webinaire. Un grand merci à Lionel pour cette intervention qui a été riche. Vous pouvez, normalement, Marine va vous expliquer, mais vous pouvez télécharger la présentation d'aujourd'hui. Elle sera mise en ligne sur YouTube d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Surtout, enfin voilà, vous pouvez la consulter, la réécouter. Et puis, on vous fera passer les coordonnées de Lionel si vous avez des questions plus précises sur des produits que vous êtes en train de développer pour faire le lien avec Lionel. Et notre prochain webinaire donc, aura lieu le 15 juin, lundi 15 juin à 14 h sur l'état des connaissances et travaux sur l'éblouissement. Ce sera Céline Villa de l'IFSTAR, enfin maintenant l'Université Gustave Eiffel qui interviendra. Donc vous pouvez vous inscrire, vous avez un bouton qui apparaît sur la slide. N'hésitez pas, ça sera très intéressant. Voilà, parce qu'ils travaillent là-dessus. Ils sont notamment assez investis au niveau de la CIE sur ce sujet-là. Alors, moi, j'ai une petite question, Alix. Tu souhaitais que les slides puissent être téléchargés ou est-ce que, enfin, c'est une question aussi pour Lionel, est-ce que les slides sont disponibles pour les participants? Oui, normalement, ils sont disponibles. Il n'y a rien de confidentiel. Ok, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, vous partager ces slides-là. Donc, si vous me laissez une seconde, voilà, donc je viens de partager le fichier. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir, et là, je vais changer de présentation pour vous montrer ça. Dans Tableau d'événements, en haut à droite, vous cliquez dans Tableau d'événements et vous allez voir que vous avez deux onglets qui apparaissent, Info sur le webinaire et Fichier partagé. Si vous cliquez sur l'onglet Fichier partagé, vous allez retrouver la présentation de Lionel qui vient d'être du coup chargée de ce côté. Donc, vous pourrez la récupérer directement. Et puis, effectivement, je reviens sur le webinaire. N'hésitez pas à utiliser le bouton qu'on a créé pour vous inscrire d'ores et déjà au prochain webinaire du cluster le 15 juin. Voilà, merci à vous pour votre participation. Merci Alix, merci Lionel. Merci Marine et encore merci Lionel pour cette intervention de qualité. De qualité, je ne sais pas. J'espère que ce n'était pas trop brouillon et j'espère que c'était assez clair. Bon. Non, c'était très limpide, même pour des néophytes. Les commentaires. Très bien. Bon, merci à vous. Pas de souci. À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Également, bonne journée.